participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous, je suis Marion Breleux, je vais animer ce webinaire pendant une petite heure, 1h15. Alors pour l'instant on a 20 connectés sur une centaine d'inscrits, mais je pense qu'on va pas attendre plus longtemps. Ceux qui veulent nous rejoindre se connecteront en temps utile. Alors simplement je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc si vous avez juste des problèmes de diffusion, vous pouvez utiliser le chat qui est à votre disposition. Donc si vous avez un problème de son ou si simplement vous pouvez envoyer que c'est OK pour vous au niveau de l'écoute. Alors, je vous propose de démarrer. Donc, vous avez en visuel normalement ma tête, mais également un support PDF qui s'intitule « Comment la Silicon Valley invente le learning du futur ». Et je vous propose qu'on démarre. Voilà. Je vais vous raconter dans un premier temps ce qu'on a vécu lors d'une learning expédition en Silicon Valley sur le futur de l'éducation. Et puis, voilà, de vous donner un petit peu les tendances que nous avons identifiées pendant ce voyage et ce séjour. Et puis ensuite, je vous donnerai des convictions fortes que nous avons acquises sur le learning et sur la manière de designer des expériences apprenantes dans un monde digital. Alors, pour démarrer, je vais simplement vous présenter l'équipe avec laquelle je suis partie pendant cette learning expédition. Donc on est parti à 4, la présidente du groupe Abilways, Marie Ducastel, une des directrices générales en charge notamment de l'inter-entreprise, Laetitia Bonissant, et Florence Guébet, qui est directrice générale du CFPJ, et moi-même, donc, qui suis la fondatrice d'Abilways Digital, qui est la start-up interne du groupe Abilways. Alors simplement pour vous resituer, pour ceux qui ne connaissent pas, Abilways, c'est un groupe de formation multimarque qui comprend donc EFE, ISM, CFPJ, Pyramide, ACP et donc Abilways Digital, qui est la start-up que nous avons créée il y a 2-3 ans maintenant. Alors en fait, on est parti à la rencontre de plusieurs acteurs. On est parti une petite semaine et on a rencontré à la fois des géants du web, Google, LinkedIn par exemple, mais on a aussi rencontré des pure players sur le secteur du learning et notamment des MOOCers comme Coursera, Edcast et puis évidemment Udemy. Donc je vous redonnerai des éléments de détail sur l'ensemble de ces acteurs que nous avons rencontrés. On a également rencontré des institutions en Californie et à San Francisco, donc notamment les universités Berkeley et Stanford. Stanford qui est particulièrement intéressant puisque c'est le berceau des MOOC, et puis des lieux un petit peu plus hors cadre, comme The Gate 510, qui est un endroit assez passionnant qui mélange à la fois de l'impression 3D, des artistes, des ingénieurs. Donc je vous expliquerai les apprentissages qu'on a retenus de cette visite. IDEO, qui est le cabinet américain qui a été fondé par le créateur, en tout cas le formalisateur du design thinking. EdSearch, qui est un think tank américain sur le learning et l'éducation. Et puis enfin General Assembly, qui est un organisme de formation plutôt axé sur le marketing et qui est un organisme américain qui essaie progressivement de s'implanter en Europe. Alors forcément, quand on part en learning expédition en Californie, on s'attend à prendre une gigantesque baffe parce que forcément, l'image d'Épinal avec laquelle on part, c'est que le futur s'écrit en Silicon Valley et que ce futur a commencé hier et qu'on est donc déjà, nous, forcément en retard. Et en réalité, ce qui était assez étonnant et ce qui nous a un peu surpris pendant ce séjour, c'est qu'en fait, on n'a pas eu le sentiment que le futur avait commencé sans nous, et on n'a pas eu le sentiment qu'on était si en retard que ça. En réalité, on s'est aperçu que tous les acteurs qu'on a rencontrés
y compris les plus impressionnants comme LinkedIn et Google, voire les MOOCers, en fait, sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils tâtonnent, ils expérimentent. Personne ne sait quel sera le futur précisément du learning. Chacun est dans de l'expérimentation et de la projection. En revanche, ce qui change fondamentalement aux US, c'est que le champ d'expérimentation de la simple fait de la taille du marché américain est beaucoup plus large et que c'est également un lieu où les investissements pour faire des expérimentations sont colossaux, donc forcément ça leur donne une certaine avance, notamment sur le sujet de la data, qui est le sujet qui nous a le plus bluffé lors de nos visites. On a retenu de ce périple, je dirais, 5 grandes tendances que je vous propose de détailler un petit peu avec vous. La première tendance, tourne vraiment autour des lieux. Tous les lieux que nous avons visités sont des lieux qui favorisent la créativité, le décloisonnement, le changement permanent. C'est des lieux qui sont aussi décorés de manière à rendre l'espace chaleureux comme à la maison. Et puis surtout, c'est des lieux qui sont hyper modulables. Ce sont aussi des lieux qui sont vraiment un appel à la création, à l'imagination et à la respiration. Donc vous avez des lieux qui sont très ouverts et qui sont vraiment construits pour que les gens se rencontrent, échangent entre eux et avec souvent des aménagements qui sont assez amusants. Pour vous donner quelques exemples, au Gate, je vous montrerai des photos tout à l'heure, mais vous avez des espaces qui sont entièrement dédiés aux jeux et à la rencontre de publics différents. Vous avez des lieux qui sont dédiés à des expositions d'artistes et forcément beaucoup de matériaux qu'on a rencontrés sont entièrement modulables pour permettre vraiment aux gens de s'organiser différemment en fonction des projets et des sujets sur lesquels ils doivent travailler. Ce qui était également intéressant, alors là je pense que c'est très lié aussi à la culture américaine, mais la place de la cuisine, ou en tout cas de l'espace où les collaborateurs peuvent venir se restaurer, est complètement critique. Et c'est un espace qui est extrêmement central dans l'entreprise, là où très souvent dans les entreprises françaises, la cuisine est dans un lieu qui est souvent retiré des espaces de travail, ou en tout cas à l'écart des espaces de travail et qui est vraiment uniquement dédié au fait de manger. Là, et c'était le cas notamment chez Udemy, qui était particulièrement inspirant de ce point de vue, la cuisine est une cuisine ouverte, gigantesque, et qui est vraiment ouverte sur un open space de travail. Parce qu'en fait, ils considèrent que le learning étant une expérience aussi sociale où les gens ont besoin d'échanger entre eux, ils ont besoin que les gens se rencontrent et que finalement, l'endroit où on vient manger, où on vient prendre son café le matin, son petit déjeuner, son déjeuner, voire même son dîner, parce que les temps de travail sont très longs, ça doit être un endroit qui est ouvert et qui favorise aussi le boulot en même temps que l'activité de se restaurer. Même chose chez LinkedIn, où le dernier étage du building est entièrement dédié à la cuisine et à la restauration. Et là, on est vraiment sur un modèle, ça ressemble presque à un Starbucks, et que quelle que soit l'heure de la journée à laquelle vous venez dans cet espace, vous avez des gens qui bossent autour d'un café, autour de 2-3 muffins, et qui font des réunions en permanence. Donc c'est pas du tout un espace qui devient mort en dehors des espaces de déjeuner. C'est un endroit qui vit en permanence et qui est vraiment construit comme tel. Je pense que ça fera écho chez beaucoup d'entre vous, puisque en France aujourd'hui aussi, on travaille énormément le réaménagement des espaces de travail et le design aussi rentre dans les bureaux et rentre dans cette notion d'expérience collaborateur qu'on cherche à mettre en œuvre. Le deuxième axe qui est particulièrement intéressant aussi, c'est autour du mélange des parties prenantes. Là, c'est quelque chose qui a vraiment fait écho pour nous en matière de learning, parce que c'est, pour beaucoup d'entreprises que nous avons rencontrées, le projet de learning se fait vraiment en mélangeant les publics. Pour être plus précise, en fait, vous avez des tas de lieux qui sont dédiés à la formation ou au learning et qui décident de mélanger
les publics cibles, c'est-à-dire des jeunes apprenants, des étudiants, des gens qui sont en formation professionnelle, des gens qui travaillent sur des projets professionnels, et tous ces publics sont mélangés parce que pour eux, ce qui est important, c'est que le learning étant une expérience sociale et une expérience qui doit être recentrée autour des échanges et du faire, c'est extrêmement important pour eux de mélanger les générations, les besoins, voire même des profils complètement incroyables. Et ça, c'était notamment le cas au Gate 510 que je vous décrirai un peu plus tard, où un de leurs fondamentaux, c'est de mélanger des ingénieurs et des artistes pour les aider à sortir de leur cadre habituel, les aider à sortir de leur zone de confort, confronter leur schéma de fonctionnement et apprendre ensemble et apprendre en mode projet, c'est-à-dire que vraiment ils travaillent en mode projet sur des projets réels, mais en mélangeant les différentes formes de pensée. Un lieu qui était particulièrement inspirant, et en tout cas qui avait mis en place une vision très aboutie de cette manière de fonctionner, c'est Galvanize, qui est un endroit assez protéiforme. À la base, c'est un espace de coworking, mais ils ont également créé un modèle d'accélération de projets digitaux pour des très grands groupes. Et en même temps, c'est une académie de formation pour devenir data analyst sur des périodes très intensives et en assurant un job à la clé et à la fin de ce parcours. Et ce qui était vraiment bluffant, c'est que dans les étages qui étaient dédiés à l'apprentissage de la data analyse, les étudiants étaient sur des plateaux ouverts. Et tout autour de ces plateaux, vous aviez des bureaux qui étaient loués pour des durées déterminées par des très grands groupes qui venaient accélérer des projets de transformation numérique ou des projets autour de la data analyse. Et en fait, d'une part, les étudiants en data analyse bossent vraiment en mode projet, un petit peu sur le format de l'école 42, et sont très régulièrement mélangés à ces cadres de très grands groupes qui viennent, eux, les faire travailler sur des projets concrets stratégiques pour leur entreprise. Et l'apprentissage est vraiment centré autour de ces projets réels où on va mélanger des cadres d'entreprise, des étudiants et des profs qui vont venir se mélanger pour travailler sur ces projets et apprendre de cette manière. Nous, c'est quelque chose qu'on a expérimenté au sein du groupe. Peut-être que certains d'entre vous ont une connaissance de la création de l'école W, qui est une école de formation initiale post-bac dédiée à la création de contenu numérique. Et on a vraiment travaillé, cherché à créer une pédagogie qui soit axée sur cet apprentissage en mode projet, qui mélange vraiment les différents types de populations. Donc, vous avez effectivement des étudiants, et vous avez des entreprises qui nous confient des projets sur lesquels les étudiants vont pouvoir travailler. Et puis, vous avez un espace de coworking et d'incubateur de start-up qui permettent vraiment aux étudiants d'être dans un environnement extrêmement divers pour accélérer ou maximiser leur apprentissage sur des projets extrêmement concrets. Et c'est aussi une manière de sortir de l'entre-soi, qui est un corollaire extrêmement critique pour les sujets d'innovation de l'entreprise, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'innovation naît justement de cette pensée hors cadre. Et donc forcément, pour penser hors du cadre, il faut être capable de sortir de l'entre-soi. Enfin, donc si je devais résumer, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce mélange des générations, ce mélange des besoins, c'est-à-dire qu'on va rassembler des apprenants, ce que j'appelle des appreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois dans une posture de transmission, mais également d'apprentissage, et des entrepreneurs ou des entreprises, et voir mélanger complètement les genres, les artistes, des gens issus de la culture maker, des codeurs, des financiers. Et en fait, c'est avec cette richesse de profils et cette diversité de profils que l'apprentissage va vraiment pouvoir être efficace et rapide. C'est finalement aussi très lié à une forte culture qu'on voit en Californie, qui est cette culture du design thinking, qui est vraiment une manière de penser qui est très pluridisciplinaire à la base. Alors ensuite, le troisième axe, pour le coup, qui nous a vraiment bluffé, c'est la data. Et pour le coup, c'est clairement le sujet sur lequel tous les acteurs quasiment que nous avons rencontrés ont une avance qui est assez extraordinaire. D'une part, parce qu'effectivement, vous avez des centres de recherche dans les universités, et notamment à Berkeley et à Stanford,
qui avance extrêmement vite sur ces sujets, mais également parce que simplement les acteurs clés du learning en Californie sont aussi des acteurs issus du web, et que donc forcément la data est culturellement quelque chose d'extrêmement ancré dans leur stratégie. Ce qui est intéressant sur ce sujet de la data, c'est qu'en fait elle est utilisée à différents niveaux. Le premier niveau qui est le plus évident, c'est effectivement un objectif marketing qui est clairement identifié pour pouvoir tout simplement collecter et analyser des données qui vont permettre de proposer une expérience d'apprentissage optimisée, soit parce qu'on va être capable de pousser le bon produit de formation à la bonne personne au meilleur moment, soit tout simplement pour analyser les modes d'apprentissage favoris de certains apprenants et de pouvoir, dans ces cas-là, s'adapter et adapter l'offre qu'on leur propose. De ce point de vue, notre échange avec l'équipe de LinkedIn était presque effrayant parce qu'en fait, LinkedIn a une stratégie qui est très claire, et notamment avec le rachat de Lynda. En fait, ce qui est presque effrayant, c'est que, et je ne l'avais pas forcément réalisé avant d'échanger avec eux, c'est qu'en fait LinkedIn est aujourd'hui l'organisation qui détient le plus de données sur nos parcours professionnels, sur nos souhaits d'évolution et sur nos compétences. Avec ces systèmes de recommandation, avec les renseignements qu'on donne sur notre parcours professionnel, avec éventuellement les recherches d'emploi ou de nouveaux jobs que l'on fait sur la plateforme, voire même sur les sujets d'intérêt ou les groupes auxquels on participe. Et en ayant toute cette donnée, eux aujourd'hui sont clairement dans une optique où ils veulent pouvoir être le pourvoyeur mondial et globalisé de formation pour pouvoir nous aider en fait à réduire l'écart entre nos ambitions professionnelles et nos niveaux de compétences actuels. C'est-à-dire qu'ils sont capables aujourd'hui de comparer des centaines et des centaines de profils et donc de nous adresser le meilleur produit de formation au meilleur moment. Et clairement, ils nous ont expliqué que, par exemple, en fonction de votre niveau d'études et en fonction des compétences actuelles que vous aviez renseignées sur vos profils, ils étaient capables de vous dire, si vous voulez évoluer vers ce poste, voilà les compétences qu'ont validé des profils similaires aux vôtres pour pouvoir accéder à ce niveau, à un nouveau poste comme celui-ci. Et donc, pour vous aider à mieux évoluer et à pouvoir décrocher le job de vos rêves, voici les formations qu'on peut vous proposer, voire même les certifications qu'on a à vous proposer derrière. Donc c'était limite un côté un peu Big Brother, assez effrayant parce qu'ils ont un côté en plus très froid dans leur approche du marché. Mais c'est évidemment passionnant également de voir à quel point le marché du travail et de la formation peut évoluer dans les décennies à venir. À cet égard, je vous conseille également la lecture d'une tribune sur la Harvard Business Review, qui est très éclairant aussi sur le sujet, qui est presque dystopique, utopique selon la manière dont on se positionne, mais qui s'appelle « En 2033, je ne travaille plus, je transfère ». C'est une tribune qui est issue d'une conférence TED qui est particulièrement éclairante au regard de ce qu'on a pu voir de nos confrères de chez LinkedIn. Bien évidemment, après, derrière la data, il y a plein d'autres sujets qui nous intéressent fortement dans notre métier du learning. Il y a cette notion de personnalisation des parcours où on peut arriver dans un réglage ultra fin de personnalisation d'un parcours, notamment avec les notions d'adaptative learning aujourd'hui, où on peut arriver à une individualisation hyper poussée des parcours de formation, et puis également le suivi de l'apprenant tout au long d'un parcours de formation, puisque là on voit très bien que la convergence des nouvelles technologies et de la data permettent d'organiser un environnement de suivi aujourd'hui à moindre coût, parce qu'en fait on va pouvoir proposer un coach carrière, un conseiller dans des modalités qui sont beaucoup plus accessibles. Forcément également en termes d'évaluation, la data est un outil qui est
incontournable. On a d'ailleurs à cet égard suivi un cours d'un professeur-chercheur à Berkeley, dont vous voyez l'image s'afficher. Voilà, et la conclusion avec laquelle on est sorti de ce cours, où on a vraiment dû tous s'accrocher pour rester bien concentrés sur les modèles mathématiques que ce professeur a partagé, c'est que l'avenir sera clairement aux matheuses, qui, moi, personnellement, ne m'arrange pas du tout. Mais clairement, la data est un sujet voilà, sur lequel il y a énormément de chantiers encore à mener en France et en Europe. Troisième tendance que l'on a perçue, c'est ce qu'on appelle, nous, le millefeuille pédagogique. Donc là, les échanges qu'on a pu avoir avec les différents acteurs qu'on a rencontrés nous ont simplement renforcé dans nos convictions sur cette notion de millefeuille pédagogique, parce qu'aujourd'hui, voilà, on veut pouvoir tous se former n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. On veut pouvoir regarder de la vidéo, se former avec des MOOC, avec du peer-to-peer, dans une communauté, à la maison, dans les transports, en réalité augmentée. Enfin, voilà, il y a une espèce de superposition de nouvelles modalités pédagogiques qui ne cessent de grandir. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que finalement, on peut tous choisir une modalité pédagogique qui va correspondre au type d'apprenant que l'on est, ou du contenu d'apprentissage que l'on cherche à acquérir, et puis du contexte. Clairement, si on est sur l'acquisition d'un savoir ou d'une compétence qui est périphérique à son métier, une vidéo de 10 minutes pourra largement suffire et nous semblera parfaitement adaptée. En revanche, si on cherche à acquérir une compétence qui est vraiment cruciale à l'exercice de son métier, on aura forcément envie de se tourner vers une autre modalité pédagogique. Nous, ce qu'on constate, c'est que contrairement à ce qu'on peut lire de ci, de là, le digital et la superposition de ces nouvelles modalités qu'apporte le numérique ne fait absolument pas disparaître le présentiel. Ça contribue au contraire à fragmenter l'offre de formation et pas du tout à se substituer. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait un peu d'histoire, en fait, une des modalités de formation qui a été inventée par les Grecs anciens, qui est du présentiel au final, a toujours de la valeur et ne sera jamais remplacée parce que le learning, la formation, est avant tout une expérience sociale où on a besoin de se confronter à d'autres personnes issues d'autres univers et d'échanger, de confronter ses idées, de confronter ses points de vue et de construire, de fabriquer. En revanche, si nous on est convaincus que le présentiel va perdurer, on doit clairement retravailler le présentiel au regard de ces nouveaux outils numériques et au regard également de rapport à l'apprentissage qui a fondamentalement évolué parce qu'on est dans un mode de consommation de l'information et du savoir qui est fondamentalement modifié par le numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, un des acteurs qu'on a rencontré, qui est General Assembly, qui est un des leaders sur le marché de la formation, notamment en marketing digital aux US, a une offre qui est quasiment à 80%, une offre diffusée en présentiel. Donc 20% qui est proposé en distanciel, alors qu'on pourrait penser que sur le sujet notamment du marketing digital, le distanciel pourrait clairement s'y prêter. Mais en clair, il y a ce besoin de faire, de co-construire, de confronter et d'être dans une notion de lien social qui est hyper importante. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on travaille très régulièrement avec nos clients, c'est que la modalité, le moyen par lequel on va diffuser un savoir ou un changement, doit toujours être interrogé en fonction de son objectif. Et c'est souvent ce qu'on voit comme étant perdu de vue, c'est-à-dire que très souvent, on va faire le choix d'une modalité plutôt d'un point de vue très gadget. On va cocher des cases pour dire, voilà, le Serious Game, ça c'est fait, le MOOC, ça c'est fait, alors qu'en fait, toutes les modalités ne sont pas adaptées à tous les types de profils et ne répondent pas toutes au même objectif et à la même stratégie ou même à la même typologie de changement qu'on cherche à opérer. Voilà. Et puis ce qui était particulièrement intéressant, notamment là dans nos échanges avec
la cellule de Stanford qui a été le lieu où se sont créés les MOOC, c'est qu'en fait, ils ont un côté très blasé sur le fait d'avoir été les inventeurs des MOOC. Et en fait, ces chercheurs nous ont expliqué que finalement, les MOOC correspondaient à une infime partie de la population. C'est-à-dire qu'en réalité, une infime partie de la population est capable d'apprendre derrière un écran au travers d'un MOOC et d'aller au bout de cet apprentissage via ces modalités. Donc c'est toujours important pour nous vraiment de réinterroger les objectifs et notamment la population cible que l'on cherche à viser, parce que forcément tout le monde n'a pas une facilité à apprendre en distanciel ou via des outils numériques. Et clairement, les échanges qu'on a eus avec l'équipe de Stanford étaient passionnantes à cet égard, parce que ils rappellent vraiment qu'en fait les MOOC qui ont été créés par deux profs de Stanford qui se trouvaient tellement géniaux qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient se limiter à 200 étudiants dans l'amphi, mais qu'en fait ils pouvaient diffuser des vidéos à 20 000 personnes dans le monde entier. Ce format MOOC a quand même été inventé pour des étudiants de Stanford et donc des gens qui sont presque pas des êtres humains normaux, puisque Stanford est une université qui est extrêmement élitiste. Voilà, donc sur ça, vraiment le côté millefeuille pédagogique qui doit être absolument éclairé par un objectif et permissible. L'avant-dernière tendance, la dernière tendance qu'on a identifiée, c'est ce besoin qui, lui, pour le coup, ne bouge pas tellement non plus, qui est ce besoin de reconnaissance. Et là, vous voyez une photo du campus de Berkeley, qui, semble-t-il, est un endroit où il est extrêmement difficile d'accéder à une place de parking. Et donc, la reconnaissance suprême pour les lauréats du prix Nobel, c'est d'avoir une place de parking attribuée à vie sur le parking de Berkeley, ce qui nous a beaucoup amusé lors de notre visite. Ce qui est hyper important, et ça on l'a notamment vu avec les producteurs de MOOC, c'est qu'ils sont tous à la recherche d'un triptyque historique qui est marque, crédibilité, légitimité. Donc là, clairement, que ce soit les producteurs de MOOC ou simplement les marketplaces, ils cherchent vraiment à avoir un partenariat soit avec un expert, soit avec une institution qui va pouvoir leur apporter cette crédibilité, cette légitimité et cette image de marque qui va pouvoir viabiliser leur contenu et le rendre attractif. Alors c'est particulièrement vrai aux USA où l'accès à l'enseignement supérieur est vraiment réservé à une portion congrue de la population parce que les prix de l'université aux États-Unis sont très élevés et qu'il y a une vraie culture de la formation tout au long de la vie. Mais malgré tout, ce qu'on a vraiment pu identifier et qui, à notre avis, va de plus en plus se développer, c'est que dans un monde où finalement on va pouvoir se former de 1000 manières différentes, dans 1000 lieux différents, cette notion de légitimité et de capacité à valider l'efficience d'un apprentissage va devenir de plus en plus critique et de plus en plus recherchée, notamment dans un monde où on prend pour la plupart tous l'habitude de demander des recommandations sur nos compétences, sur nos profils LinkedIn ou d'afficher ces compétences, mais ce sera encore plus important de pouvoir valider l'acquisition de ces compétences en réel et non pas nécessairement tout simplement de dire j'ai une compétence sur ce sujet, il faudra qu'on puisse en apporter la preuve. Et là, il y a aussi un immense champ à investiguer de ce point de vue-là, parce que clairement, cette notion de reconnaissance est extrêmement importante, au-delà même de la notion très française du diplôme, qui est plus tellement le sujet. Là, on rentre vraiment dans des micro-recommandations sur des compétences clés, notamment dans un monde où on va acquérir de plus en plus de compétences autour de son métier. Voilà, si je devais conclure sur ces 5 grandes tendances, ce qui est clairement certain, c'est que aucune modalité ne disparaît au profit d'une autre. On est plutôt dans une fragmentation des modalités pédagogiques. Et en revanche, quelque chose qui finalement nous a
amusé, c'est que quel que soit le format par lequel on passe pour acquérir un nouveau savoir ou pour échanger des informations sur un sujet, la posture de l'expert, son charisme, sa capacité à engager une audience reste complètement clé parce que finalement voilà, on a suivi un cours avec un collectif de profs de Stanford. C'était des gens passionnants et on a bu leurs paroles pendant 1 heure et demie, voilà, alors qu'on était sur une modalité d'échange qui était voilà, très classique et très traditionnelle. Pour autant, ils étaient tellement passionnants que voilà, on ne s'est pas ennuyé en une seule seconde. Donc c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, je pense, aujourd'hui. Surtout dans un monde où les modalités pédagogiques peuvent être considérées comme très gadget. Donc voilà pour ces 5 grandes tendances. Ce que je vous propose ensuite, c'est de regarder simplement quelques images des lieux que nous avons visités. Ça me permettra d'apporter des éléments complémentaires et de pouvoir répondre à vos éléments. Hop, je vais juste fermer cet écran pour l'instant. Alors, si je prends quelques photos, donc là c'est The Gate 510, l'endroit dont je vous parlais en ouverture et que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Donc The Gate 510 est un endroit totalement lunaire. J'avais jamais rien vu de tel dans toutes les visites qu'on a pu faire par ailleurs. Donc The Gate 510, c'est un endroit qui est à la fois un Fab Lab, donc un endroit où se retrouvent des makers, et d'ailleurs un des leaders mondiaux de l'impression 3D, Sculpteo, a des bureaux au sein du Gate. C'est également un endroit où se rassemblent des artistes et des ingénieurs qui travaillent du coup sur des projets d'apprentissage et d'accélération de projets autour du prototypage, des sciences de manière très large, mais avec aussi cette dimension artistique qui est hyper étonnante. Donc c'est un endroit qui est presque indescriptible, tellement ce qu'ils font est hors du commun. Mais simplement dans l'aménagement de l'espace, vous voyez bien que c'est un espace qui est ultra ouvert, qui est ultra modulable. Et si vous voyez au premier plan de la photo, c'est un endroit, donc ce sont des tables basses qui sont recouvertes de planches de Lego. Et ils commencent systématiquement tous leurs séminaires ou tous leurs programmes par un jeu de Lego dans des canapés, parce qu'en fait, ils ont remarqué que quand on regroupe des profils ingénieurs, des artistes et des makers, en fait, ce sont des gens qui ne parlent pas forcément le même langage, et que donc c'est extrêmement important de les faire jouer au début du séminaire pour pouvoir faire sortir tout le monde de son expertise et créer de la connexion autour d'un jeu donc où chacun va pouvoir s'aligner un petit peu sur le mode de pensée des autres. Et puis juste là pour l'anecdote, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est que ce lieu est extrêmement contraignant en termes d'aménagement et que vous voyez ces lianes qui tombent du plafond sont en fait des prises électriques auxquelles on peut brancher son ordinateur et son smartphone. On a trouvé ça très malin parce que en termes d'aménagement des espaces et que désormais à chaque fois qu'on se rend dans un endroit, une des premières questions que l'on pose c'est où est-ce que je peux me brancher. Eux ils ont trouvé la solution pour pouvoir tirer des câbles de manière un peu plus facile. Alors ici vous avez General Assembly, donc là vous êtes sur un espace ouvert dans les couloirs où chacun peut s'installer en dehors des heures de formation. Donc c'est quasiment un espace de travail et de coworking où les gens peuvent passer du temps et travailler sans avoir besoin de réserver quoi que ce soit. Et ce qui est pour le coup très impressionnant, alors qui serait un peu plus difficile je pense à faire en France, mais General Assembly, c'est là ici le centre de formation de General Assembly à San Francisco, et le centre de formation est ouvert 24 heures sur 24, et 24 heures sur 24 vous pouvez venir bosser en dehors des heures de formation, ce qui vraiment nous a impressionnés. L'autre élément moi, qui m'a vraiment marqué dans cet endroit, c'est que chez General Assembly, vous pouvez écrire à peu près partout sur les murs.
dans les couloirs, dans les salles de formation, même les tables sont des tables en Velleda sur lesquelles vous pouvez écrire. Et on a assisté à la sortie d'un cours dont tous les murs étaient remplis d'écriture parce qu'ils avaient utilisé des espaces un peu partout. Et en revanche, dans les couloirs, d'un seul coup, vous avez un cours qui va s'improviser avec quelqu'un qui tient le feutre et qui va commencer à donner un cours, à échanger, à brainstormer. Voilà. Et vous pouvez tellement écrire partout que les quelques murs sur lesquels vous ne pouvez pas écrire, parce que ce ne sont pas des murs Velleda, même s'ils sont blancs, ils ont été obligés de mettre une petite affiche qui mentionne qu'on ne peut pas écrire sur ce mur. Donc voilà, c'est ce côté très libre. Finalement, tout le monde peut s'exprimer de manière très facile qui moi m'a bluffé. Et puis surtout, c'est ce décloisonnement des espaces de formation que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est, eh ben, ça peut se transformer en lieu d'apprentissage et en lieu de partage. Alors que traditionnellement, dans les espaces de formation, vous avez des espaces qui sont vraiment dédiés à la formation et qui sont donc par essence très fermés. Là, l'apprentissage est partout et ça correspond bien, je pense, au monde dans lequel on vit, parce qu'en fait, le savoir est partout et doit circuler de manière assez libre. Alors, je répondrai à vos questions, je regarde un tout petit peu les éléments. Alors là, vous êtes chez IDEO, qui est le temple du design thinking aux États-Unis, même dans le monde. Donc là, bon, c'est un endroit qui est intéressant. On n'a pas été autorisé à prendre énormément de photos. En revanche, un des éléments sur lesquels on a pas mal échangé avec les équipes d'IDEO, c'est vraiment les lieux qui doivent être au service de la créativité et qui doivent appeler à la liberté, à la création. Voilà, c'est clairement pour eux quelque chose qui est critique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué de faire appel à l'imagination des collaborateurs si on est dans un lieu qui est triste, qui est fermé, qui est cloisonné et qui n'appelle pas aussi à la collaboration. Et puis fait assez étonnant, donc IDEO bosse uniquement en mode projet pour des clients et en permanence ils ont une salle dédiée à un projet. Ce qui fait qu'en fait, quand l'équipe projet doit se réunir pour avancer, faire des réunions d'avancement sur le projet, tout le matériel, toutes les frises, tous les brainstorming qu'ils ont pu avoir restent dans la salle. Il n'y a pas besoin de les réinstaller, de les ressortir. Donc ça offre aussi une fluidité, une agilité dans l'organisation de l'équipe projet qui est clairement intéressante. Alors, Galvanize encore, donc cet espace qui mêle à la fois coworking, accélérateur de projet et école de data analyse. Et pour vous dire à quel point c'est un lieu qui mélange les genres et les profils, c'est un lieu sur lequel vous pouvez venir avec votre animal de compagnie, uniquement les chiens, je tiens à le préciser, et donc un peu partout dans l'espace, vous avez des chiens qui se baladent en liberté, qui assistent à des réunions comme celui-ci, et les chiens sont tellement les bienvenus que vous avez tous les mois le chien du mois est élu par la communauté Galvanize. Donc voilà, c'est assez amusant. Et là encore, ça montre bien une ouverture et un souhait d'être un peu comme à la maison et d'avoir cette liberté qui nous a un peu bluffé. Alors juste pour l'anecdote, je leur ai posé au moment où on a découvert qu'il y avait des chiens un peu partout une question qui leur a semblé totalement hallucinante. Je leur ai demandé pourquoi il n'y avait pas de chats. Et on m'a répondu, mais vous n'y pensez pas, des chats, ce serait impensable dans un espace de travail. Voilà. J'ai pas très bien compris pourquoi les chats et pas les chiens. Peut-être parce que pour des raisons de litière et compagnie. Et voilà. Donc c'est un endroit qui est très ouvert. Et pour le coup, c'est semble-t-il pas du tout quelque chose qui est anecdotique en Californie, d'avoir des endroits, des espaces de travail ouverts aux animaux. Voilà, donc là c'est une autre vue, c'est la vue du Galvanize, c'est le rez-de-chaussée. Donc vous voyez qu'il y a un espace café qui est accessible au grand public à l'entrée du building. Et puis là, vous rentrez dans l'espace de coworking auquel vous pouvez accéder en devenant adhérent à Galvanize. Et puis quand vous montez dans les étages, vous avez les plateaux d'apprenants sur la data analyse. Et puis
ces incubateurs et ces accélérateurs de projets qui sont financés par des très grosses entreprises. Coursera, bon, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que Coursera revient un petit peu sur le modèle MOOC traditionnel qui semble fonctionner de moins en moins bien, c'est-à-dire un chapitre ouvert chaque semaine avec donc un temps déterminé pour faire son MOOC. Ils explosent gentiment un petit peu ce modèle pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus libre et qui permet de faire du picking un petit peu à son rythme. Alors Singularity University, qui est en fait un lieu que vous voyez en fait en ouverture. Hein, en fait, Singularity University est un lieu de formation pour executives sur l'innovation exponentielle et qui est en fait basé dans un ancien centre, sur une ancienne base de la NASA. Donc c'est un décor qui est lunaire et qui est assez impressionnant. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail sur Singularity University, si ce n'est pour vous dire que ce qui nous a marqué, c'est qu'en fait, tout leur cursus proposé pour les cadres dirigeants sont uniquement en présentiel et sont en mode low-tech, voire complètement low-tech, alors qu'ils travaillent sur des problématiques d'innovation et d'innovation exponentielle et de disruption. Si vous voulez en savoir plus sur Singularity University, il y a eu un article qui a été publié l'été dernier dans Libération, parce que c'est un endroit et une équipe qui est aussi assez controversée, parce qu'ils ont des positions qui leur appartiennent sur les notions de transhumanisme, etc. Mais c'est un lieu absolument incroyable, et ce sont des gens brillants et absolument passionnants. Udemy, donc marketplace de MOOC, voilà, qui eux travaillent vraiment avec presque des particuliers du learning qui montent et qui mettent à disposition de Udemy leurs cours vidéo en ligne. Donc là, ils cherchent vraiment à avoir les meilleurs experts parce qu'en fait, voilà, c'est clairement ce qu'ils me disent, c'est-à-dire que c'est vraiment la qualité de l'expert, la reconnaissance de l'expert qui va faire le succès et l'engagement sur un cours en ligne. Encore une photo de The Gate 510. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses d'endroits dans cet espace qui sont réservés aux jeux et aux loisirs, entre guillemets. Il y a beaucoup ce côté dans des endroits qu'on a visités autour du jeu et de l'entertainment, ce qui est pas très étonnant dans la culture américaine. Donc là, c'est chez Stanford. Voilà, j'ai gardé ces photos parce que je trouve que ça illustre très bien le côté un peu pince sans rire et des équipes de Stanford qu'on a rencontrées. Le rooftop de LinkedIn qui est assez impressionnant et qui est entièrement aménagé avec du mobilier de jardin et qui est très investi. Beaucoup de gens font sur ce rooftop à tout moment de la journée. Le rooftop de Galvanize, donc un peu le même principe, avec ce côté très casual que peuvent avoir les Américains. Donc ça, c'est notre visite sur le campus Google. On a été assez déçus par la rencontre qu'on a pu faire avec les équipes éducation de Google. En revanche, ce qui nous a intéressé, c'est que Google a une politique de formation assez forte auprès de ses collaborateurs, mais qui est principalement présentielle en ce qui concerne les soft skills, ce qui nous a un peu étonné. Alors, ce que je vous propose maintenant, je regarde juste si je trouve des questions. C'est pour éviter les questions sur la question du chat et du chien. C'est clair que d'avoir des chiens et des chats ensemble dans le même espace, ça peut être un peu galère. On est d'accord. Ce que je vous propose, alors je vois juste une autre question. Est-ce que nous pourrons avoir l'enregistrement de notre webinaire? Je ne suis pas encore capable de répondre à cette question. Je suis en train d'enregistrer le webinaire. Il faudra que je valide la qualité de cet enregistrement pour pouvoir voir s'il est diffusable ou pas. Ce que je vous propose maintenant pour les 15-20 prochaines minutes, c'est de partager avec vous les convictions que nous avons développées chez AWS Digital sur le learning aujourd'hui, qui ont été très renforcées par
expédition à laquelle j'ai participé en Silicon Valley. Alors, ce par quoi j'aimerais commencer, en fait, c'est un des sujets critiques aujourd'hui pour les entreprises, c'est bien évidemment la transformation et la transformation numérique également. Et dans le champ de la transformation numérique, un des premiers piliers sur lesquels beaucoup d'entreprises ont mis en place des chantiers, c'est le chantier de l'expérience client. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les entreprises doivent être capables de créer une expérience client mémorable, extrêmement engageante, etc. A contrario, le champ de l'expérience collaborateur est un petit peu, à mon sens, sous-investi, ou en tout cas sous-considéré, alors qu'on sait très bien qu'en termes de symétrie des attentions, il ne peut pas y avoir d'expérience client mémorable sans expérience client et sans expérience collaborateur légèrement alignée. Et en fait, nous, on a poussé ce raisonnement dans notre sujet d'expertise, qui est notre métier, qui est le learning, et on considère qu'aujourd'hui, si on est vraiment dans cette logique d'expérience, on doit, ne serait-ce qu'en termes, voilà, le wording est intéressant, on doit dépasser la logique de formation au sens strict du terme, pour plutôt envisager ce côté learning experience ou expérience apprenante. Ça peut sembler être un positionnement purement marketing, mais en réalité, quand vous posez ce nouveau constat qui est de dire notre métier n'est pas d'organiser ou de construire des formations, mais de designer des expériences apprenantes, ça vous permet d'élargir de manière considérable votre champ des possibles et les formats et les médias que vous allez pouvoir proposer à vos apprenants. Et en fait, on va chercher beaucoup d'inspiration dans nos modes de consommation ou dans des secteurs d'activité qui sont très éloignés du métier de la formation, parce qu'en fait, c'est là qu'on va pouvoir vraiment bâtir des expériences apprenantes qui sont clairement alignées sur nos nouveaux usages numériques. Donc, j'ai pris 4 usages numériques, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, qui sont structurants dans nos sociétés, et je vais vous expliquer comment on les a transposés dans le monde de la formation. Je réponds entre-temps à une question qui vient d'être posée. Est-il possible d'avoir le support de votre présentation? On pourra effectivement vous le transmettre. Alors, le premier usage numérique qui est crucial aujourd'hui et qu'on pratique tous, c'est Atawadak. Atawadak, c'est un acronyme qui paraît hyper barbare, mais en fait, on le fait tous les jours. Littéralement en anglais, c'est Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Donc, c'est le fait de vouloir consulter n'importe quel contenu, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment et sur n'importe quel support. Donc, en gros, vouloir lire un article de presse sur son smartphone en attendant le bus, vouloir regarder une vidéo sur son smartphone dans le train, ou vouloir commander une nouvelle cafetière sur sa tablette depuis son canapé. Et ça, aujourd'hui, en learning, c'est clairement quelque chose qui doit être complètement intégré. C'est qu'en tant qu'apprenant, on a envie de pouvoir apprendre n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, avec n'importe quel contenu et sur n'importe quel device. Et c'est très structurant dans la manière dont on doit designer des expériences apprenantes, parce que ça change fondamentalement le process ou le rapport au process d'apprentissage. Si on pense à Atawadak, ça veut dire que sur une problématique donnée, on doit être capable, en tant qu'organisme de formation ou en tant que professionnel du learning, on doit être capable de répondre à cette problématique avec un support qui va pouvoir être consommé en 1 minute, avec un média qui va pouvoir être consommé en 5 ou 10 minutes, en 1 demi-heure, en 2 heures, en 1 demi-journée, en 2 semaines, en 6 mois, en 1 an. Et à chacun de ces temps correspondra un média ou une modalité qui sera la plus adaptée. Si je prends un exemple très simple, imaginons par exemple je suis un manager et que je dois recadrer un collaborateur. Ce collaborateur, j'ai besoin de le recadrer maintenant. Donc si je veux me remémorer les bonnes pratiques pour recadrer un collaborateur, mon réflexe ne va pas du tout être de pouvoir choisir une formation sur catalogue qui aura potentiellement lieu dans plusieurs semaines.
j'ai besoin d'avoir quelque chose que je puisse consommer très rapidement tout de suite. Donc une ressource telle qu'une infographie visuelle qui me rappelle les étapes clés, qui me donne des éléments de base pour pas complètement me foirer, me suffirait largement, ou en tout cas me rassurera avant de le faire. Si en revanche j'ai clairement eu envie de travailler un peu plus longuement ce sujet, peut-être qu'une vidéo de 10-15 minutes, peut-être qu'un atelier de mise en situation correspondra plus à mon besoin. Donc c'est extrêmement important de bien penser l'ensemble des médias et des supports qu'on peut utiliser pour transmettre un savoir. Je vois que quelqu'un pose une question sur la formation par radio. C'est clairement un champ qui est intéressant à investiguer. L'Australie le fait depuis des années, parce qu'ils ont des zones à recouvrir qui sont extrêmement larges. Aujourd'hui, vous avez le podcast aussi, qui est un média extrêmement intéressant pour transmettre des savoirs. Mais clairement, aujourd'hui, ce learning at Awadak doit être investigué et clairement, on doit ouvrir nos modes de pensée et penser en termes de médias presque plus que de modalités pédagogiques. L'autre mode de consommation qui est structurant aujourd'hui dans nos sociétés, c'est ce qu'on appelle le repos. C'est ce qu'on appelle le research online, purchase offline. Donc c'est le simple fait de faire des recherches sur Internet avant de se rendre en magasin pour acheter un produit, ce qui permet de comparer un petit peu les prix et les produits. Dans le learning, moi je transpose ça de la manière suivante, c'est que je me dis qu'en fait, aujourd'hui, étant donné qu'il y a une telle quantité de savoir disponible plus ou moins gratuitement en ligne, et que nous avons en parallèle des agendas qui sont de plus en plus tendus et de plus en plus chargés, le temps qu'on consacre au présentiel doit être beaucoup mieux rentabilisé et beaucoup mieux pensé. Et donc, c'est ce que je transfère comme étant le LOPO, c'est-à-dire Learning Online, Practice Offline. C'est-à-dire que si aujourd'hui je décide que je vais me déplacer en présentiel et prendre le temps pour me rassembler avec des congénères pour un sujet de formation, je veux que ce temps de formation soit plutôt dédié à la pratique plutôt qu'à l'apprentissage purement et simplement. Donc en fait, ça se rapproche relativement de ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire que je vais intégrer, digérer des contenus plutôt théoriques en ligne, et en revanche, je vais venir pratiquer et faire en présentiel. C'est ce que moi j'appelle une pédagogie recentrée sur le faire, qui est extrêmement importante. Et si je prends un exemple tout simple, si aujourd'hui je veux pouvoir me former pour apprendre à bâtir et à construire un plan de communication, ce sera beaucoup plus intéressant pour moi de lire quelques documents clés assez rapides sur les éléments incontournables que l'on doit avoir dans son plan de communication. En revanche, si je viens en présentiel et que je consacre du temps à mon présentiel, je veux repartir à la fin de mon présentiel avec mon plan de com qui est monté, qui est ficelé. Et la manière dont je vais le monter, ce qui m'intéressera, c'est de pouvoir échanger avec d'autres gens qui ont peut-être les mêmes problématiques ou qui ont des problématiques différentes, mais qui vont m'aider à enrichir mon plan de communication. Et là, j'aurai le sentiment d'avoir extrêmement bien investi mon temps en formation. Le deuxième point qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est le DIY, donc le do it yourself. Si vous vous intéressez un tout petit peu au sujet, vous verrez que le nombre de recherches sur Google ou sur YouTube autour du do it yourself ou du faire soi-même a explosé au cours des dernières années. Moi, je pense que c'est très lié aussi à une notion de surconnectivité où du coup on a un grand besoin de revenir à des activités manuelles. Dans le learning, je transpose ça un petit peu dans deux domaines différents. C'est ce que je mets autour du learn it yourself. Mais en fait, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applications de services en ligne qui nous permettent à tous de devenir des producteurs de contenu apprenant. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être graphiste professionnel pour fabriquer une infographie, parce que vous avez des outils en ligne qui vous permettent de le faire assez facilement. On peut tous faire des vidéos avec un smartphone ou tout simplement se filmer en live pour diffuser du contenu, etc., etc. Et donc, ça nous oblige, nous, professionnels de la formation,
a intégré une nouvelle dimension qui, à mon avis, sera cruciale pour les années à venir. C'est le concept d'organisation apprenante, qui n'est pas nouveau, mais qui est réellement rendu possible aujourd'hui, puisqu'en fait, n'importe quel collaborateur peut devenir un producteur de contenu et même doit être encouragé à le faire. Nous, par exemple, dans le groupe Abilways, au total, on a 300 collaborateurs. On est en train de fabriquer un dispositif certifiant qui est combiné à la fois d'un MOOC et de journées en présentiel, où l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire y compris Céleste qui est à l'accueil dans notre bâtiment, mais également Philippe qui est à la comptabilité, va pouvoir devenir un producteur de contenu, va pouvoir devenir un pédagogue pour pouvoir transmettre son savoir et fabriquer des dispositifs de transmission. Et puis le quatrième sujet, qui est le gaming. On est dans une société qui favorise, en tout cas dans lequel le gaming, le jeu, prend une place de plus en plus importante. Et là encore, moi je suis persuadée que la formation doit intégrer clairement cette notion de gaming. C'est ce que j'appelle l'edutainment, c'est-à-dire vraiment d'avoir des expériences apprenantes qui soient clairement gamifiées et pensées autour du jeu et de l'entertainment. Un des derniers sujets aussi qui me semble extrêmement important à considérer, parce que le learning en fait doit s'adapter aussi au nouveau modèle économique et aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis que doivent gérer les entreprises. C'est le changement fondamental de nos parcours professionnels. Dans un monde pas si vieux que ça, mais encore ancien, le modèle de progression des individus est un modèle très vertical et montant, c'est-à-dire que on est collaborateur, puis on devient cadre, puis on devient manager et on monte dans la hiérarchie. C'est le modèle privilégié d'évolution. Et donc forcément, le modèle d'apprentissage qui est très lié à cette projection professionnelle est un modèle d'apprentissage en tube, où en fait on va monter en expertise dans son métier et on va vraiment creuser et devenir de plus en plus pointu sur son cœur de métier. Aujourd'hui, on est dans un cadre qui est complètement différent parce qu'en fait, on rentre dans un modèle de progression qui est beaucoup plus horizontal et qu'en fait, l'évolution des collaborateurs passe par l'intégration ou l'acquisition de compétences périphériques. Je prends souvent l'exemple du community management, l'animation de comptes sociaux, qui est un métier, mais c'est aussi devenu une compétence, puisqu'aujourd'hui, on demande à n'importe quel collaborateur dans l'entreprise d'intégrer progressivement une compétence de community manager, de community management, pour pouvoir participer à la visibilité de sa marque sur les réseaux sociaux, maîtriser son identité numérique, etc. Et donc, on est sur un modèle d'apprentissage et de learning qui doit s'adapter à ce nouveau mode d'évolution professionnelle qui est beaucoup plus éclaté, qui est en réseau, et en tout cas, qui doit fondamentalement s'adapter pour répondre à ces nouveaux impératifs. Il y a deux choses, moi, que j'ai formalisées à l'issue de cette learning expédition. C'est ce côté un peu make it here, faites-le là. Donc ce côté où finalement quand on se forme aujourd'hui, on veut faire, on veut apprendre à faire. Et on est dans un monde où les compétences évoluent tellement vite qu'on n'a plus le temps d'apprendre avant de pouvoir faire. C'est-à-dire qu'on doit plutôt favoriser des apprentissages où on va faire en apprenant et apprendre en faisant. Tout se mélange un petit peu parce qu'on doit aller de plus en plus vite et que les modèles d'acquisition de compétences sont de plus en plus complexes et de plus en plus mélangés. Et puis le deuxième point qui pour nous est structurant dans tout ce que nous fabriquons et dans tout ce que nous designons, c'est le keep it playing, où en fait il faut intégrer du jeu, il faut intégrer du fun, parce que c'est aujourd'hui une dimension qui est structurante dans la culture et dans ce qu'attendent les collaborateurs et les apprenants. Si je devais, moi, vous donner un conseil, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on se définit chez Abilways Digital, des learning hackers, c'est en fait, pour pouvoir sortir du cadre, il faut pouvoir se dire que tout est possible et sortir des modes de design d'expérience de formation.
il y a certains préjugés nous, sur les qu'on a complètement renversés, qu'on a complètement cassés. Le premier, c'est de dire, si on fait une formation en présentiel, on doit être dans cette image d'Épinal, d'une salle en U, avec 8 à 15 personnes maximum, autour d'un sachant qui va délivrer son savoir. Et pendant une à 2 journées. Et en fait, quand vous cassez ce schéma de fonctionnement, en fait, tout devient possible. Et vous êtes capable d'organiser, par exemple, des sessions de formation à Twitter avec 100 personnes dans une salle et simplement un conférencier et une digital squad d'étudiants qui va aider ces 100 personnes en 1 heure, 1 heure et demie à créer un compte sur Twitter, à se lancer sur Twitter, à comprendre le fonctionnement de ce réseau social. Et finalement, en 90 minutes, en 60 à 90 minutes, vous pouvez former 100 personnes d'un coup. Et quand vous dites que c'est possible, en fait, ça fonctionne et vous pouvez le faire. Mais ça implique effectivement de complètement repenser ces séquences pédagogiques. Et puis le deuxième point sur lequel on a clairement revu fondamentalement notre manière de penser et de faire, c'est que dans la formation, on a tendance à vouloir créer des groupes homogènes. Parce que sinon, en fait, le formateur ou la formatrice ne peut pas très bien s'adapter, ça devient compliqué. Sauf que dans la vraie vie, en fait, les équipes homogènes, ça n'existe pas. Et donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, dans les formations, on chercherait à créer un monde pur et parfait, alors que finalement, dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Et là, en fait, ça invite à repenser aussi la posture du formateur, qui doit plutôt se positionner comme un régulateur et comme un facilitateur qui va s'appuyer justement sur ces différences de niveau pour faire circuler le savoir et non pas être dans un rapport très binaire ou très vertical de la formation très descendante. Et c'est aussi très lié, là on le voit, à la culture managériale qui évolue dans les entreprises, où on passe d'un manager qui porte tout sur ses épaules et qui est vraiment le sachant, à une posture manager beaucoup plus coach et beaucoup plus régulateur. Donc on voit bien aussi l'imbrication entre ces nouvelles stratégies, ces nouveaux modèles culturels que l'entreprise doit mettre en place pour répondre à des problématiques d'innovation, d'agilité et d'expérience client in fine, qui est très liée en fait à la manière dont on pense et dont on design la formation aujourd'hui. Alors, pour devenir un learning hacker, comment on peut faire nous, on sera ravis de vous aider, bien évidemment, mais en tous les cas, si vous préférez faire ça tout seul, c'est simplement au moins une fois par semaine, vous poser la question sur quelque chose qui a toujours été fait de la même manière, qu'on a toujours fait comme ça, de vous poser cette question très simple, c'est qu'est-ce que je peux faire différemment aujourd'hui, qu'est-ce que je peux modifier, et vous verrez qu'en faisant cet exercice très régulièrement, vous allez revenir sur des choses qui sont gravées dans le marbre, et qu'en fait vous pouvez faire différemment simplement en vous posant la question et en vous autorisant à faire différemment. Alors juste un dernier point, nous on a mis en place toute une série de workshops et de processus de conseil et d'accompagnement pour vous justement aider à hacker et digitaliser sa stratégie de formation dans un monde digital. On a mis au point en fait un learning model Canva qui est un outil issu du Lean Startup qui permet de s'outiller, d'avoir une méthode un petit peu processée pour repenser ces stratégies de formation dans un monde digital. On pourra vous transmettre des éléments complémentaires sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont déconnectées. Je pense que c'est l'heure du déjeuner pour beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup pour ce feedback, Engallo. C'est un sujet passionnant en tout cas, moi, qui ne me lasse pas. Donc voilà, il y a énormément de champs à investir dans le monde du learning aujourd'hui, et c'est justement ça qui est plutôt chouette, c'est qu'aujourd'hui les territoires à explorer sont infinis. S'il y a des questions, je suis disponible encore pour y répondre. Nous vous enverrons de toute manière un email avec des éléments complémentaires et avec la présentation en lien. Et puis également, sachez que si vous le souhaitez, on organise, je pense à la rentrée, il y a plusieurs dates programmées, une matinée d'expérimentation sur le learning hacking. Alors c'est à Paris, c'est une demi-journée et vous pouvez trouver les informations sur notre site web
habilways-digital.com. Et si vous ne voulez plus louper aucun de nos événements gratuits de découverte ou d'expérimentation autour du digital, de la transformation numérique et des nouveaux modes de learning, vous pouvez également vous abonner à notre newsletter depuis notre site web, donc habilways-digital.com, et on vous enverra également un lien si vous souhaitez vous y abonner. Merci infiniment. Je regarde s'il y a des questions, des merci plutôt. Donc, merci à vous pour votre écoute et pour être resté connecté jusqu'au bout. Voilà, c'était un plaisir de partager ces éléments avec vous, même si on est dans une modalité qui est assez perturbante puisque je n'ai aucun retour de votre part, si ce n'est quelques messages que je peux lire en même temps. Donc c'est effectivement assez perturbant de ne pas avoir de feedback direct, mais c'est un exercice, je pense, auquel il faut s'habituer. Je reste en ligne quelques instants au cas où des questions s'affichent, et puis je vais attendre que le compteur du nombre de personnes connectées redescende à 0.